Non, on ne le voit pas tout de suite, ça va être plus tard. Transport par pipeline. Ça, ce sont des sections du pipeline qui dorment. Pipeline qui dorment au Dakota du Nord. C'est pour... il y a différents tronçons du pipeline Keystone. Donc, on les voit ici, les tuyaux. On voit ici la machine en train de faire la tranchée pour pouvoir installer le pipeline sous terre. Comme on peut voir, ce n'est pas non plus des profondeurs très très grandes, c'est quelques mètres. Ici, on voit les grues qui vont déposer ça délicatement au fond. On le voit ici aussi de plus proche. Ici, on voit que les soudures vont se faire une fois au fond. Là, on voit qu'il y a différentes sections qui sont... je ne sais pas s'il y a des sections de compléter ou non. Alors, on est en train de creuser la tranchée. On voit qu'il y a des sections qui sont creusées, d'autres qui ne le sont pas. On voit l'emprise nécessaire pour le pipeline. L'emprise, c'est la largeur diminuée chaque fois. Là, ici, on voit plutôt quelques décennies plus tard. Ça, c'est dans les environs de Montréal. C'est le Pipeline and Bridge. Donc, on peut voir qu'il y a différents pipelines dans différentes directions. Mais le pipeline qu'on est en train d'examiner, probablement celui-là, le pipeline 9B, dont on voudrait inverser le flux. Donc, au lieu de partir de Montréal vers l'Ontario, ce serait plutôt de l'Ouest canadien, de l'Ontario vers Montréal. Les pipelines, c'est 73 000 km qui ont transporté en 2013 des produits pétroliers ou gaziers d'une valeur de 134 milliards de dollars à un coût de 7 milliards de dollars. J'ai trouvé le chiffre intéressant parce qu'il nous donne une idée de la quote-part que prennent finalement les compagnies pipelinières sur le pétrole qui transite. Donc, 7 milliards sur 134 milliards, c'est équivaut à peu près à 5 %. Et il y a d'autres valeurs qu'on a aussi sur Internet. On peut dire que le coût du transport, c'est de l'ordre de 9 $. Si le baril est à 100 $, c'est équivaut à 9 %. Évidemment, ça dépend aussi de la distance sur laquelle le pétrole transite. Mais on voit quand même l'ordre de grandeur. C'est supérieur à 1 % et c'est probablement inférieur à 15 %. Sinon, si celui qui est détenteur du tuyau en prend une trop grosse portion, les raffineurs, les producteurs, ça ne sera pas équitable. Est-ce que tu as conscience de l'article que l'ONU approuve dit qu'il n'y a pas de risque avec l'énergie Est aujourd'hui? Non, je n'ai pas eu connaissance de cet article-là. Ça ne m'étonne pas outre mesure. Bon, maintenant, les différentes voies, si on compare les différentes voies par bateau, si on transporte de Colombie-Britannique au Japon, donc on traverse quand même l'océan, 3 à 6 $ le baril. Par oléoduc, de l'Alberta au Texas, c'est 9 $ le baril. De l'Alberta, probablement à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, ça pourrait être de l'ordre de 12 $. Par rail, de 18 à 24 $ entre l'Alberta et le Texas. Donc, on peut voir que pour le producteur ou le raffineur, c'est beaucoup plus avantageux d'aller par bateau. Sauf que quand le pétrole est en Alberta, ça ne marche pas. Donc, c'est plus avantageux d'aller par oléoduc. Et quand on est mal pris, ben, c'est le rail. Parce que là, c'est quand même une fraction substantielle du profit, de la marge de profit qui risque de disparaître. Et c'est les compagnies qui gèrent le transport par rail qui vont faire leurs frais parce que les autres, ils se disent qu'on est dans une position favorable pour négocier, puisque les projets pipeliniers n'aboutissent pas. Ben nous, on vous offre nos voies ferroviaires. On vous loue nos wagons, etc. Il y a des compagnies qui se spécialisent dans la location de wagons, il y en a d'autres qui s'occupent du rail, etc. Oléoduc. Quelques rudiments, ça c'est comment on met ça dans la tranchée, mais je pense que je vais passer un peu plus vite. À quelle profondeur le pipeline sera-t-il enfoui? Ça, c'est toute une série de questions qu'on peut retrouver sur le site internet de Pipeline Saint-Laurent. Parce que des oléoducs au Québec, on en a. On en a des petits, là, mais on en a un important entre Montréal et Québec, entre les deux raffineries. Les Pipeline Saint-Laurent, qui est géré par Valero, qui était anciennement Ultramar. Donc, à quelle profondeur sera-t-il enfoui?
Il est recommandé d'enfouir les conduites avec un recouvrement minimum de 1,2 m de profondeur en milieu cultivé et de 0,9 m en milieu boisé. Les propriétaires peuvent essayer de négocier avec les compagnies pour que ce soit un peu plus profond. Mais règle générale, c'est pas facile de négocier avec ces compagnies-là pour en l'enfouir plus profondément. Parce qu'évidemment, eux sont, je vais dire, sur des rails, ils ont toutes les réglementations, ils ont des normes à respecter, et moins tu fais de flafla ou de choses inhabituelles, plus tu risques d'être conforme. Autre question, quelles seraient les conséquences d'une rupture du pipeline? La rupture du pipeline entraînerait une fuite de produits, quand même, avec de très faibles risques d'incendie ou d'explosion. Dans le cas très improbable d'une rupture en sous-sol, la fuite de produits pétroliers serait détectée rapidement. Ils ne disent pas combien de minutes ou d'heures, ils ne disent pas comment ils vont le détecter, mais c'est le genre de réponse qu'ils donnent à l'internaute, mais c'est le même genre de discours qu'ils tiennent aussi aux propriétaires et aux gens qui se rendent dans les séances d'information. Les municipalités situées sur le parcours du pipeline ont-elles toutes un plan d'intervention en cas d'urgence? Et la réponse, la plupart des municipalités ont aujourd'hui un plan de mesure d'urgence. Mais quand on demande à notre conseil municipal s'ils en ont un, plus souvent qu'autrement, on nous répond que non, ils n'ont pas. Est-ce qu'ils en ont un spécifique au générateur d'incidents, au générateur, comme on dit, de risque, qui est le pipeline, mettons, le pipeline Saint-Laurent dans ce cas-là? Pas toujours. Ils peuvent avoir des plans d'urgence plus générales, plus génériques. Mais il faut des plans d'urgence sur mesure. Et il faut tenir compte du fait que ce qui est transporté par le pipeline n'est pas toujours la même chose d'une journée à l'autre. Donc, il faudrait pratiquement savoir ce qui se passe dans le pipeline en temps réel pour pouvoir agir adéquatement. Quel est le... Quand tu changes de sorte, comme tu disais, ça se contamine un peu, puis ça fait... c'est moins Ça se contamine un peu, puis il arrive en bout de piste où la raffinerie, bien, il y a un lot qui est vraiment mélangé, donc il vient de tomber dans une seconde catégorie, puis en général, il est vendu 2 fois moins cher, ou il est raffiné, et puis probablement que la part de risque est divisée également entre le raffineur et le producteur. Et le transporteur doit certainement aussi assumer peut-être... plutôt, que ce soit le producteur, j'ai l'impression qu'il doit dire « Écoute, transporteur, fais ton travail correctement ». Puis le transporteur doit peut-être partager la poire en deux avec le client au bout. En ce qui concerne la servitude, c'est quelque chose d'important. La servitude est perpétuelle. Donc, si un propriétaire, finalement, signe un contrat de servitude avec la pépinière, eh bien, ses descendants vont être liés avec ce contrat-là et le futur acheteur, le futur propriétaire va être lié à ce contrat-là jusqu'à vitam aeternam. Et même quand le tuyau est enfoui et puis il n'y a plus de pétrole qui circule dedans, c'est encore la servitude. Évidemment, il peut arriver différentes législations qui vont faire en sorte que OK, on va demander peut-être au propriétaire, pendant qu'il n'est pas au propriétaire, mais à la compagnie pépinière, tant qu'elle est là, d'excaver, aux frais de qui? Soit le gouvernement, soit le propriétaire, ou soit la pépinière. C'est des choses qui doivent se décider probablement sur des grands tronçons, pas à la pièce, d'un propriétaire à l'autre. Mais c'est des problèmes qui commencent à se vivre au Québec, comme au Canada, comme aux États-Unis. C'est comme l'histoire des problématiques des puits abandonnés, orphelin, comme on dit, c'est qu'il faut gérer ça. Et plus on a de puits, plus on a de pipeline, plus on a de conduites enterrées, et plus il faut mettre en réserve des montants substantiels pour gérer ces infrastructures-là à plus long terme. Peu importe la compagnie, là tu parles de pipeline Saint-Laurent, peu importe la compagnie. Peu importe la compagnie, la servitude est perpétuelle. La servitude donne-t-elle un droit d'accès